Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bonjour. Ça va démarrer, merci. Enchantée, je suis Pauline, responsable filière chez Agotera. J'espère que vous avez tous apprécié la plénière d'ouverture avec Mathieu et Gaspard Koenig. Et on est parti pour la première table ronde de l'après-midi. Donc, dans l'heure qui suit, nous allons parler de la transition des filières agricoles et plus particulièrement d'une question cruciale, comment passer à l'échelle. Donc, après une phase pilote réussie, le programme transition porté initialement par Vivescia entre aujourd'hui dans l'ère de la duplication ou de l'essaimage, et notamment au sein de la coopérative Noriap. L'objectif est clair, mettre à disposition sous licence ce cadre agronomique et ce système de rémunération pour qu'il soit répliqué par d'autres coopératives. On avait déjà évoqué cette vision avec Cantis lors d'un précédent Carbon Connect, et donc c'est vraiment inspirant aujourd'hui de voir que le projet a fait du chemin et de prendre aujourd'hui la perspective de l'amont. Et donc on vous propose d'explorer ce modèle avec le regard de Vivescia et de Noriap. Donc pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir nos 3 intervenants du jour. Un grand merci à tous les 3 pour votre présence. Tout d'abord, Valérie Frappier, bonjour. Vous êtes directrice RSE et en charge du programme Transition au sein du groupe Vivescia. Vous partagerez avec nous votre vision, un retour d'expérience sur les 3 ans du programme, ainsi qu'une logique profonde qui sous-tend aujourd'hui cette ouverture et dont vous venez nous parler aujourd'hui. Nathalie Ternois, bonjour. Vous êtes directrice agriculture au sein de la coopérative Noriap. Vous venez nous apporter le regard d'une coopérative de taille intermédiaire, si je peux me permettre, qui entre aujourd'hui dans le programme Transition. Et vous nous raconterez comment vous vivez ce déploiement, comment Noriap, aux côtés de Val France, lance sa première cohorte avec déjà une centaine d'agriculteurs engagés. Et enfin, Adrien Trompier, bonjour. Tu es directeur du secteur agroalimentaire chez Cantis. Je me permets de te tutoyer parce qu'on est anciens collègues. Et donc chez Cantis, vous travaillez activement et depuis plusieurs années sur la stratégie de transition et sur les mécanismes d'ouverture pour structurer ce qui tend à devenir un véritable standard. Donc tu vas donc animer cette table ronde et on te remercie. Je vous laisse la parole. Nous avons 30-35 minutes de présentation suivies de 10-15 minutes de questions. Questions-réponses avec la salle. Et donc bonne table ronde à tous. Merci Pauline. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Donc on a 45 minutes ensemble, on va faire une présentation, plutôt un échange d'une demi-heure tous les 3, et après on aura 15 minutes de questions, donc n'hésitez pas. C'est toujours un plaisir là, de participer à cet événement du Carbon Connect. Mathieu le disait avant, c'est un événement assez intimiste, où il y a un vrai partage d'expérience, et voilà, il n'y a pas de fioritures. Donc il y a un vrai partage d'expériences concrètes et de terrain. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Et Pauline le mentionnait avant, on est déjà monté sur scène il y a 2 ans avec le groupe Vivescia. On avait présenté à l'époque le programme Transition. On rentrera bien sûr dans le détail pour vous réexpliquer tous les contours du programme, mais on avait présenté l'aspect qui permettait de connecter l'amont agricole et l'aval industriel. On était monté sur scène avec Malte Europe et Heineken pour décrire en gros une contractualisation complète sur toute la chaîne de valeur entre l'orge brassicole, le malt et la bière. Et aujourd'hui, on change complètement l'angle. On va se focaliser essentiellement sur l'amont agricole. On va parler de duplication, de réplication. L'objectif, c'est de partager un cadre, de massifier les volumes des commodités bas carbone. On parle souvent aussi du passage à l'échelle. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est plus dans une phase d'expérimentation maintenant. On passe vraiment dans une phase de massification. Et un dernier mot aussi sur le passage à l'échelle, il n'est pas uniquement au niveau des surfaces ou juste de la production, c'est aussi un changement organisationnel, humain, voire même technique, commercial. On en parlera un peu plus juste après. Pauline m'a présenté, donc moi je suis directeur du secteur agroalimentaire chez Cantis. On est un cabinet de conseil en développement durable. J'accompagne le groupe Vivescia maintenant depuis 3 ans, enfin plusieurs années du coup sur leur stratégie climat et le programme Transition qui a 3 ans maintenant. Et donc voilà, je vous laisse Valérie ou Nathalie vous présenter rapidement et dire quelques mots. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. On va essayer d'être très court au début parce que ce qui est intéressant, c'est surtout d'échanger et de dialoguer. Parce que ce qui est important, c'est quand même c'est une forme d'humilité dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, notamment pour les agriculteurs,
parce que vous savez que les agriculteurs céréaliers aujourd'hui, leur questionnement, c'est de savoir déjà s'ils vont arriver à semer du blé et à arriver à boucler leur fin de mois en lien avec les coûts de production qui sont évidemment beaucoup plus élevés que le cours du blé mondial. Donc moi, je suis Valérie Frappier, je suis directrice de la RSE, du projet coopératif et je dirige le programme Transition depuis 3 ans et demi. Le groupe Vivescia, c'est un groupe à la fois coopératif qui a évidemment son socle agricole avec plus de 9000 agriculteurs dans le nord-est de la France, mais qui a développé depuis une 50aine d'années des filières structurées dans le malt. On est un des acteurs mondiaux du malt, Malt Europe, Grand Moulin de Paris, Francine, plus un certain nombre d'autres filières et d'activités biotech. Et nous sommes présents dans 14 pays et nous avons à peu près entre 4 et 5 000 collaborateurs. Bonjour à tous, donc moi je suis Nathalie Ternois, donc je suis la directrice agriculture d'une effectivement coopérative de taille intermédiaire, donc dans les Hauts-de-France. On collecte à peu près 1,5 million de tonnes de céréales, très spécialisée sur les productions végétales. 80% de blé, il faut le dire, avec une spécificité de collecter 80% de nos volumes à destination des marchés industriels, donc avec un fort enjeu de qualité. C'est vraiment l'ADN de la coopérative. On travaille à peu près avec 5000 agriculteurs sur l'ensemble des Hauts-de-France. Et ma particularité, c'est que je pilote à la fois la stratégie carbone de décarbonation des productions végétales et en même temps les activités. Et ce qui est intéressant, j'aurai l'occasion de le dire dans le programme Transition, c'est d'en faire un programme d'innovation pour faire évoluer aussi notre modèle économique. Puisque pour passer à l'échelle, ce qu'il faut, c'est adapter le modèle économique de la structure à cette réalité pour être dans une logique de développement durable qui inclut aussi la notion économique, comme l'a expliqué Valérie. Et on n'insistera pas assez sur le fait qu'à l'heure actuelle, dans le contexte géopolitique, moi, parmi mes adhérents, dans mes discussions quotidiennes, effectivement, la question qui se pose, c'est va-t-on planter du blé au mois de septembre ? Alors, bien évidemment, c'est dans l'ADN des agriculteurs et je pense que naturellement, ils le feront, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de questions qui se posent autour de ça. Et comment on va pouvoir impliquer tous ces sujets de la décarbonation et donc du changement que ça implique, et en même temps, cette dimension économique, on est quand même un peu dans le dur, on va dire. Merci pour cette introduction. Je vais juste faire un petit laïus sur ce qu'on observe sur les tendances de marché. Ça revient un peu sur le point que je mentionnais juste avant pour dire qu'on est maintenant dans une logique d'industrialisation, ou si j'utilise le terme, ou de passage à l'échelle. On a regardé des filières industrielles qui nous intéressent là aujourd'hui, qui sont fortement intensives en céréales. Donc là, vous voyez, on parle plutôt de la boulangerie industrielle, la brasserie, les spiritueux qui font de l'alcool neutre, qui utilisent de l'alcool neutre, ou toute la biscuiterie. En fait, il y a 3 choses qui sortent de ce qu'on a pu voir. C'est que, tous ces acteurs cherchent maintenant des volumes en grande quantité et à court terme. Parce que tous les engagements en fait, carbone sont pour la plupart à 95% en food en 2030. Donc il y a une logique d'avoir accès à des volumes assez rapidement. Et toutes les études qu'on a pu faire, quelles que soient les filières, là on se parle des céréales, mais ça pourrait être valable pour les grandes cultures ou même d'autres, comme sur le lait par exemple, c'est des filières qui vont être pénuriques. Il y aura plus de demandes que d'offres. Donc il va y avoir une tension qui déjà se manifeste. Ensuite, le deuxième point, c'est que la demande, c'est un sourcing qui doit être en fait européen, c'est-à-dire que ça ne doit pas concerner seulement un seul bassin d'approvisionnement, mais plusieurs, voire plusieurs pays. Le sourcing des grands industriels et des grandes marques sont sur cette géographie, et il doit être multiculture, c'est-à-dire que la plupart de ces acteurs cherchent à acheter non seulement les ingrédients type céréales, mais aussi les oléoprotéagineux. Donc il faut aussi pouvoir valoriser toutes les rotations. Et le dernier point qui est vraiment important aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de cahiers des charges assez différents, beaucoup de labels. Il n'y a pas encore de cadre de confiance sur le marché, ce qui fait que les transactions ne sont pas encore fluides. Et en fait, c'est pas qu'on perd du temps, mais chaque interaction, chaque transaction est longue. On discutait avec un acteur qui me disait, quand je vends un ingrédient bas carbone, j'ai l'impression de passer un IRM. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore le même langage, les cadres sont différents, ça manque d'harmonie. Voilà, il faut une harmonisation. Donc voilà, ça c'est les 3 grandes tendances
qu'on a observées et auxquelles Transition répond, on va dire, quasiment parfaitement. En tout cas, c'est l'objectif. Donc la première question pour toi, Valérie, c'est est-ce que tu peux nous représenter le programme Transition un peu dans les grandes lignes et nous expliquer un peu les ordres de grandeur et où on en est maintenant, puisque ça fait 3 ans qu'il est opérationnel. Alors, c'est un programme sur lequel on a réfléchi il y a 5 ans. C'est une idée, un projet. Aujourd'hui, c'est un programme. On a effectivement passé le cap du pilote et même du concept, puisqu'aujourd'hui, au bout de 3 ans et demi, donc on est à près de 650 agriculteurs, en intégrant la première cohorte de Noriap. Sur le territoire de Vivescia, on est à peu près à 17-18% de la collecte, parce qu'on collecte à peu près 3,5 millions de tonnes. Donc 650 000 tonnes de grains sont concernées. Et ça couvre à peu près au minimum 6 cultures. Et donc on est sur le territoire de Vivescia, ça couvre 100 000 hectares à peu près. Dès le départ, en fait, on a considéré il y a 3 ans que c'était extrêmement important d'avoir un regard et une vision systémique qui couvre à la fois l'échelle de l'exploitation, mais aussi qui soit aussi systémique en termes d'enjeux. On en a très bien parlé au tout début, puisque l'enjeu, c'est évidemment de décarboner l'agriculture, mais aussi de travailler au sol, à la résilience des sols, et d'engager aussi des travaux sur la biodiversité et l'eau. Et donc du coup, dès le départ, on a enclenché cette dynamique autour d'un cadre technique et agronomique accessible et compréhensible pour les agriculteurs, parce que ce qui compte, c'est eux qui sont à la manœuvre, donc il faut qu'ils comprennent là où ils peuvent bouger leur levier agronomique. Et l'autre point clé, évidemment, c'est le financement, parce que je crois que dans cette salle, tout le monde serait d'accord de dire qu'on est tous d'accord qu'il faut avancer sur des pratiques plus favorables, plus robustes, plus résilientes, tout en maintenant, je le précise aussi, la production agricole. Et l'enjeu, c'est le financement. C'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, les agriculteurs, comme je vous l'ai dit en introduction, sont quand même préoccupés sur le volet économique. Mais aujourd'hui, la transition a un coût, parce que bouger des leviers techniques, agronomiques, il y a des prises de risques, il y a des surcoûts, il y a aussi de l'accompagnement technique. Et donc, le financement, on l'a très vite considéré il y a 4 ans. Et on s'est dit, pour que ça soit acceptable pour la chaîne de valeur, il faut aussi mutualiser les efforts économiques autour de la rotation de l'agriculteur. Et c'est comme ça qu'on a commencé à avancer. Et je veux saluer, parce que dans la salle, il y a quelques acteurs. Il y a Jérôme de Tereos. Je veux saluer les grands acteurs. Je crois que j'ai vu aussi Baptiste de CEPOL, le groupe Avril CEPOL, groupe ETA, italien ETA Cedamil, évidemment les filiales du groupe Vivescia que sont Malte Europe, Grand Moulin de Paris, et aussi Roquette, qui en fait dès le départ on se sont dit banco, on y va, et ils ne savaient pas peut-être trop bien d'ailleurs où on allait au début, puisque j'insiste toujours pour dire que Transition, c'est aussi un programme d'innovation sur lequel on avance et on construit en intelligence collective. Et je veux ajouter un dernier point, c'est que notre conviction, c'est que c'est les négoces ou les coopératives qui sont les pivots et qui peuvent opérationnaliser les affaires entre l'amont et l'aval, et que pour les agriculteurs, il ne suffit pas simplement d'un soutien économique, il faut absolument un soutien technique. Et les soutiens techniques aujourd'hui, ils sont en France pilotés de manière extrêmement professionnelle par les coopératives et les négoces. C'est un peu différent dans d'autres pays européens. Je ne sais pas s'il y a d'autres chiffres après, je ne sais plus. Mais aujourd'hui, depuis 3 ans, sur les 500 premiers agriculteurs coopérateurs Vivescia, on a pu renvoyer plus de 7 millions d'euros. C'est significatif, on l'assume.
C'est le premier programme, bien sûr, à impact en France et en Europe, mais aussi c'est le premier programme qui soutient aussi massivement les agriculteurs. Et la contrepartie, c'est évidemment c'est au résultat, c'est-à-dire qu'on demande aux agriculteurs non pas de piloter à leur place les moyens, parce que c'est eux qui savent quoi faire, mais par contre, ils sont évalués au résultat. Et donc, du coup, depuis maintenant 3-4 ans, on a mis en place toute une industrialisation de la data agricole. Aujourd'hui, on gère plus de 800 000 points de données. Et on est certifié Veristas et Contrôle Union pour la partie facteur d'émission. Et je ne vous cache pas que tout ça, je vais être honnête, et c'est pour ça qu'il faut rester humble, c'est quand on a lancé il y a 3 ans, on ne pensait pas qu'on allait pouvoir aller aussi vite, aussi loin. Ça a demandé énormément de transformation et d'adaptation et de changement pour le groupe Vivescia. Ça a demandé aussi beaucoup de collaboration et de dialogue permanent avec nos premiers partenaires que j'ai cités à l'instant, mais aussi avec tout un écosystème de partenaires techniques, institutionnels, etc. Et donc voilà, c'est un chemin complexe. Et aujourd'hui, on arrive à une deuxième phase. Et je vais m'arrêter là parce que sinon je vais me faire rattraper par la patrouille, mais on arrive à une deuxième phase, c'est que la transition dès le départ, quand on a lancé il y a 3 ans, on a toujours dit qu'une transition c'est à l'échelle de 5 à 7 ans. Donc on a lancé en 2023 pour pouvoir à la fois lancer et accompagner les agriculteurs c'est nouveau pour eux, parce qu'en fait ils signent un contrat avec des droits et des devoirs sur 3 ans. Donc c'est un engagement. Ils participent à des formations obligatoires, ils ont des plans d'action individuels à remettre à jour tous les ans, etc. Et de l'autre côté, les partenaires de Laval s'engagent aussi pour 3 ans. Et c'est très nouveau dans le monde des céréales, parce qu'aujourd'hui, on est sur des engagements annuels, contractuels. Donc on est parti sur 3 ans. Et là, en fait, on a fini un premier cycle de 3 ans. On va avoir les premiers bilans au mois de juillet. Donc on aura un premier recul depuis 3 ans, et ça, on l'attend avec impatience, pour pouvoir après passer à la deuxième phase de la transition, parce qu'en fait, avec des partenaires INRAE, Unilassal et puis nos équipes agro, on a aussi pensé comment en fait la transition continue, donc plus d'exigences sur les critères GES, plus de renforcement de la partie biodiversité sur des indicateurs d'impact avec tous les projets d'Arvalis, etc. Et aussi plus d'exigences aussi sur la partie, on va dire, formation, etc. Donc on rentre dans une première phase de bascule à partir de septembre pour la promo A qui est constituée de 185 agriculteurs. Donc là, on rentre aussi dans une deuxième phase d'innovation. Merci Valérie. Et justement, j'en profite pour rebondir et pour parler de la suite. Justement, donc, c'est justement des promotions d'agriculteurs, transition. Donc là, aujourd'hui, quand on regarde 650 agriculteurs engagés, il y en a 600 côté Vivescia, qui se sont constitués sur les 3 dernières... 585 exactement, voilà, précisément, qui se sont constitués sur les 3 dernières années. Et il y en a maintenant plus d'une cinquantaine du coup qui viennent, ou un peu moins, c'est ça, environ. Une petite centaine. Okay. Ah non, c'est une petite centaine. 80. Ok, donc 80 qui sont côté Noriap, et donc c'est justement le sujet qu'on voudrait aborder aujourd'hui. Et c'est ma question à toi Valérie, c'est à quel moment est-ce que tu t'es dit on est arrivé à un niveau de maturité suffisant pour ouvrir le cadre et le proposer à d'autres coopératives, et justement nous donner un petit peu plus d'informations sur qu'est-ce qu'il y a derrière ce cadre, quels sont les actifs que vous mettez à disposition de Noriap ou même de votre coopérative. Alors, quand on a lancé le programme Transition en septembre 23 à Châlons-en-Champagne, donc sur nos territoires, on a toujours dit que si le concept et si nos réflexions, nos travaux, parce que ça vient de loin, on a travaillé 2 ans dessus avant de lancer. Donc il y a toute une ingénierie, ça paraît simple comme ça, mais il y a une ingénierie très, très, très poussée, à la fois sur le plan technique, agronomique, sur le plan data, sur le plan des architectures de chaînes de data, etc. Et puis même la montée en compétences des techniciens, etc. Donc il y a toute une ingénierie très complexe. Dès le départ, quand on a lancé, on a dit nous, on est une coopérative, on est un groupe coopératif, donc notre mission d'intérêt général, on pourrait très bien dire qu'on est un groupe à mission. En étant une coopérative, on est aussi au service de l'agriculture française et de ses filières. Et on a toujours dit que si ça fonctionnait, si on avait des premiers retours et des éléments à partager, on le ferait auprès des coopératives.
Donc ça, c'était le premier point, et c'était dès septembre 23. Après, je ne pensais pas que Noriap allait venir à nous, parce que nous, on n'a pas fait de plan commercial et marketing auprès des coopératives. Hein. On a partagé au fil de l'eau. Et après, Noriap va expliquer son choix et son chemin. Après, on a évidemment beaucoup partagé depuis 3 ans avec beaucoup de coopératives. On a beaucoup de dialogues et d'échanges avec les coopératives. Après aussi, la clé, c'est aussi les acteurs de première transformation qui sont clés dans la partie économique et dans la partie monétisation. Et tous ensemble, on a pas un combat, mais en tout cas une bataille pour pouvoir aussi dialoguer, continuer à dialoguer avec tous nos partenaires qui sont dans la coalition. Il y en a pas mal. Il y a Heineken, il y a Pernod Ricard, il y a aujourd'hui McDo depuis, et je salue parce qu'on a signé en février, etc. Mais voilà, le tout, c'est un chemin pas à pas. Après, on a aussi des acteurs de grande distribution aussi qu'il faut aussi arriver à disons, entraîner, parce qu'au final, il faut convaincre aussi le consommateur qui doit accepter dans le futur, dans les 5-10 ans, à payer plus cher son alimentation. Et ça passe par la mobilisation de toute la chaîne de valeur. Merci Valérie. J'ajoutais un point aussi sur la plateforme Transition, ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on voit dans les autres programmes qui peuvent être développés sur le marché, c'est que là, ça va aussi, c'est vrai que c'est bout en bout, comme tu le dis, ça va jusqu'à un modèle de commercialisation, voire quasiment une plateforme de marque, puisque ça sera réutilisé par d'autres. Et donc, là, je me tourne vers toi, Nathalie. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, donc, à te dire, au lieu de créer mon propre programme, je vais plutôt rejoindre ce modèle qui a l'air, j'imagine, déjà éprouvé, que je vais pouvoir répliquer. Voilà, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce partenariat avec Transition ? Alors, déjà, nous aussi, on a eu notre propre chemin sur ce sujet-là. Déjà, ce qu'il faut savoir sur Noriap, c'est que même si on exclut aujourd'hui la promotion transition, je vous l'ai dit, 1,4 tonne de céréales, on a déjà un petit peu plus de 100 000 tonnes de matières premières décarbonées, déjà adressées sur ce marché sous une forme ou une autre, que ce soit sous forme de colza, blé, bâche ES, que ce soit sous forme de filières qui sont quand même très exigeantes sur ces axes-là, parce que il y a quand même, voilà, je vous l'ai dit, on a une forte culture de cahier des charges, et notre chemin à nous, on l'a fait dans un autre programme qui s'appelle le programme Sol Vivant, en partenariat avec un partenaire industriel important pour nous, je me permets de les saluer, Nestlé, avec qui on a beaucoup appris pendant quelques années. Puis au bout d'un moment, on est arrivé à un moment où on s'est dit, maintenant on a besoin de passer à l'échelle. On a besoin d'embarquer plus de clients industriels parce qu'on ne peut pas supporter tout seul le coût de cette transition. On a besoin d'embarquer plus d'agriculteurs. Et puis, je dirais que la raison qui m'a amenée à me rapprocher de transition, c'est juste, on peut le résumer en un mot, c'est le pragmatisme. C'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour réinventer des choses qui existent déjà. Il y avait déjà pas mal de programmes. Et on s'est simplement dit, moi, mon point de départ, c'est répondre aux besoins des agriculteurs. Répondre aux besoins des agriculteurs du marché de l'amont et de l'aval. Et finalement, on est ce point de jonction entre les deux. Et finalement, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est aussi de tenir compte de l'enjeu de simplicité des agriculteurs. Donc, ce que j'aime beaucoup dans le programme et ce qu'on est venu chercher, c'est deux choses. La première, c'est de pouvoir fonctionner à l'échelle de la rotation et d'essayer de construire ou de co-construire ce que j'appelle moi le guichet unique pour l'agriculteur. C'est-à-dire, il rentre dans le programme et là, avec un socle agronomique commun. Et la raison pour laquelle on s'est intéressé au programme Transition, c'est qu'il nous semblait être le programme le plus abouti sur le plan agronomique et sur le plan de ses indicateurs et de ses data. Parce que quand on vient de ce monde des cahiers des charges, on sait l'importance de la data et de la traçabilité. Donc il fallait qu'on se colle à un programme qui nous semblait répondre à cette dimension industrielle pour consolider notre modèle économique. Donc voilà, j'ai tout dit en disant ça. La notion de guichet unique pour l'agriculteur, la notion... Alors c'est peut-être un gros mot, mais de guichet unique aussi pour les industriels, pour amener de la simplicité à des fins de fiabilisation de la data. Parce qu'on ne vend plus aujourd'hui juste une tonne, on vend une tonne associée aux data.
Et ça, c'est un processus industriel. Et nous maîtrisons ce processus industriel. Donc, nous, ce qui nous importait, c'est de trouver et de nous associer au programme qui nous semblait pouvoir correspondre au modèle industriel de Noriap, nous aider aussi à entrer dans l'ère de la synergie pragmatique. Nous, on est une COP d'agriculteurs. Et on a besoin, on arrive à un moment où il faut qu'on s'approprie le modèle. Pas juste prendre un modèle et puis être partenaire du programme. Il faut que ce soit notre programme parce que c'est comme ça qu'on va réussir à embarquer les agriculteurs. Et notre programme, c'est avoir la capacité aussi de le faire bouger en fonction du marché, que ce soit en fonction de l'amont ou de l'aval. Et c'est à cette fin-là, à cette seule condition qu'on arrivera à embarquer les agriculteurs. Tout à l'heure, avec Valérie, dans l'introduction là, de tout à l'heure, on parlait de vulnérabilité et je lui disais, mais en fait, nous sommes la vulnérabilité des industriels et de leur sourcing. Mais pour répondre à cet enjeu de vulnérabilité, il faut que nous, on s'approprie, parce qu'il y a une dimension importante qui est celle du business model. Si on ne répond pas à cette clé qui est quel business model pour les agriculteurs, pour nous, et même pour les industriels, on n'y arrivera pas. Et donc nous, on est un peu cette point de jonction-là qui essaye de rassembler ça. Donc on a intégré le programme Transition parce que ça nous permettait de nous approprier, et Valérie l'a dit tout à l'heure, dans un objectif de copartenariat. Alors on parle de duplication, on parle d'essaimage, etc. Moi, j'ai pas vocation à construire. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer de la valeur pour les agriculteurs. Et de leur amener de la simplicité et d'amener des tonnes dans les usines. Voilà. Et effectivement, donc le groupe Noriap est aussi impliqué dans la filière élevage, puisque dans le groupe, moi je m'occupe des productions végétales, mais dans le groupe il y a aussi les productions animales. Et effectivement, avec la marque Cocorette, puisqu'on a dans notre groupe une marque grand public, grande consommation, qui s'appelle Cocorette, les œufs. Du coup, ça nous permet aussi d'apporter cette dimension élevage au programme Transition, parce qu'on a aussi des polyculteurs éleveurs. Et quand on s'engage dans la transition, en fait, quand un agriculteur s'engage, il s'engage à l'échelle de son exploitation. On parle de la rotation, mais en réalité, à l'échelle de son exploitation. Donc ça nous semble important aussi d'apporter cette brique. Et cette dimension élevage qu'on est en train de construire aujourd'hui. On est au début. Mais c'est vrai que le fait de bénéficier de tout l'historique de Vivescia, ça nous permet d'aller plus loin, en fait, de ne pas avoir à réinventer les choses. On part de là, on construit ensemble. Alors après, juste une dernière chose, c'est-à-dire qu'il y a effectivement le socle, mais nous, on y apporte notre touche aussi. C'est-à-dire que dans les discussions qu'on peut avoir avec nos clients, on a ce socle, et puis après, on va pouvoir ajouter peut-être des briques additionnelles en fonction de nos propres besoins à nous. Voilà. Et puis, dans cette logique de guichet unique, effectivement, on a, parce que ça fait qu'1 an finalement qu'on a embarqué dans cette aventure. C'est juste aussi parce qu'on avait eu un historique. On a réussi à embarquer les chambres d'agriculture, donc chambres d'agriculture de la Somme et de Seine-Maritime, je dirais presque assez facilement, qui se sont retrouvés dans ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire, quand je parle de simplicité, c'est important que l'agriculteur, il n'ait pas 15 discours. Donc, on a des agriculteurs qui aujourd'hui sont suivis par la chambre. Nous, on n'a pas envie. Enfin voilà, il est bien avec la chambre, il continue avec la chambre, mais par contre, c'est important qu'ils aient les bases du socle et qu'on parle d'un seul langage, parce que la finalité, c'est créer de la valeur, permettre et amener toute la dimension agronomique, technique, d'accompagnement et financière qui lui permettra de réussir sa transition. Et plus on est nombreux à la financer, et plus on a de chances d'embarquer un maximum de volume. Ouais, j'aime bien cette notion effectivement que tu mentionnes d'amélioration continue aussi. Effectivement, on a l'impression que quand on dit que c'est un cadre ou un socle commun, on a l'impression qu'on peut le copier-coller, mais effectivement, il faut l'adapter aux différents contextes. Et en fait, il y a tout un écosystème aussi derrière. C'est pas uniquement on va dire un partenariat entre des coopératives agricoles et des industriels de première transfo. Il y a tous ces acteurs autour. Et Valérie, peut-être que tu peux en dire quelques mots. Alors, oui, parce que Transition, vous l'avez compris, c'est pas un programme de coopérative ou un programme d'amont. C'est un programme de chaîne de valeur, de filière. C'est un programme collectif qui est financé à 90% par les entreprises. On a eu du soutien par France 2030, mais qui reste très, 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 très anecdotique.
hein. L'enjeu, c'est de pouvoir accompagner toutes les filières et les chaînes de valeur. Évidemment, il y a des facilités plus ou moins grandes et des fois des difficultés à pouvoir embarquer toute la chaîne de valeur jusqu'au bout, hein, jusqu'au consommateur. Il faut être extrêmement lucide là-dessus, parce qu'aujourd'hui, on a des enjeux très sévères de compétitivité sur nos filières amidon, sur le sucre, sur la meunerie. Enfin voilà, les contextes aujourd'hui en Europe sont quand même complexes. Mais c'est très important de pouvoir étendre la filière le plus loin possible, parce que du coup, les efforts économiques sont partagés. On a commencé beaucoup par la partie orge brassicole, malt, bière, parce que les engagements des brasseurs mondiaux sont très très forts et très puissants sur le scope 1 et 2, mais surtout aussi sur le scope 3. Sont été les premiers à aussi avoir du financement. Après, on a aussi des acteurs qui arrivent sur la BVP, la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, parce qu'ils ont pris des engagements européens, etc. Donc tout ça, c'est un chemin qui demande du temps, de la conviction, de la pédagogie, et aussi de nouvelles collaborations, hein, parce que je parlais de programme innovation, c'est un programme aussi où on a innové dans nos modes de collaboration entre les acteurs de l'amont et de l'aval, parce que transition n'est pas un cahier des charges. On se rejoint autour d'un socle technique agronomique de performance environnementale avec des indicateurs qui correspondent aux enjeux des grandes cultures et des céréaliers. Évidemment, à chaîne de aval, des fois, il y a des indicateurs complémentaires, etc. Et ça, c'est tout à fait accessible parce que on a tous les itinéraires techniques aujourd'hui des agriculteurs. Mais il faut qu'on arrive tout le temps à essayer de rassembler les langages entre les acteurs de l'aval et les agriculteurs. Le point clé, hein, et mon mantra, depuis 4 ans, c'est de pouvoir, devant les agriculteurs, leur dire que notre mission, c'est de les dérisquer. Hein, dérisquer sur le plan économique, dérisquer sur le plan technique. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas supporter les coûts des leviers supplémentaires agronomiques. L'enjeu, c'est pas juste d'être ISO en disant on vous finance juste le coût des leviers agronomiques. Ce sont des chefs d'entreprise, ils font des efforts nombreux, c'est complexe. Les aléas climatiques ne nous épargnent pas en plus depuis ces dernières années. Et donc c'est normal qu'en plus du financement des leviers agronomiques qu'ils utilisent, qu'ils créent un peu de valeur, en tout cas qui sera rétribué pour leurs efforts. Et ça, c'est vraiment très important. Et on a aussi beaucoup de jeunes agriculteurs qui sont rentrés dans le programme Transition. Aujourd'hui, on a près de 300 agriculteurs qui vont rentrer dans le programme Transition, hein. Donc on pourrait être facilement à 1000. Après, c'est une question, on fait ça par palier et par promotion, parce que c'est en fonction évidemment des financements, hein. Le but, c'est pas de mettre la cabane sur le chien chez Vivescia. Mais par contre, l'enjeu qui est intéressant, c'est que les jeunes, même agriculteurs, nous disent c'est la première fois que je trouve du sens sur mes datas. C'est parce qu'évidemment, on leur renvoie tous les ans les résultats, etc. Parce qu'on leur demande tellement de charges administratives dans tous les sens sur de la data. Là, ils voient du sens parce qu'ils se disent que c'est des leviers de performance additionnelle, environnementale. Et ça, c'est très intéressant d'entendre ça, hein. C'est aussi des choses en retour d'expérience qu'on a depuis maintenant 15 à 18 mois. Vous voyez toute la coalition, je ne sais pas si il y a un certain nombre d'acteurs que je vois qui sont présents et je voulais simplement leur dire que c'est grâce à eux, c'est grâce à l'engagement collectif qu'on a aujourd'hui plus de 600 agriculteurs qui sont motivés, engagés et qui font confiance à l'ensemble de cette coalition. Voilà, merci. Merci Valérie. Encore 2 minutes et après on ouvre pour les questions. En fait, ce qui est intéressant, je reprends juste la notion d'effort que tu mentionnais aussi, Valérie. J'essaie de passer au slide suivant, ça marche pas hyper bien. Je me rapproche, mais en gros, ce qu'on voulait montrer, hop, il est revenu au début. Je vais y arriver. Voilà. C'est que, en fait, derrière cette notion aussi de cadre commun, on a l'impression, toujours sur cette idée de copier-coller, ça reste aussi difficile parce que c'est nouveau, c'est de l'innovation aussi.
Donc là, je me tourne vers toi, Nathalie. Ça fait plusieurs mois maintenant que tu dupliques en gros le cadre transition. Voilà, qu'est-ce qui a été difficile? C'est quoi ton retour d'expérience jusqu'à présent? Alors moi, oui, je veux bien dire et parler de la duplication parce que c'est mon quotidien. Enfin, c'est mon quotidien. Mais c'est plutôt la transformation inhérente au fait de pouvoir faire coexister un modèle économique ancien qui était, il faut le dire, basé sur la pro, les phytos, tout ça, vers un autre monde qui est celui qui va s'appuyer sur la santé des sols, ces filières de qualité, ces data. Donc c'est vraiment un sujet de transformation. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Et c'est que finalement, c'est pas juste un programme qui consiste à embarquer des volumes. C'est un programme de transformation et d'innovation. Il faut vraiment le prendre comme tel. Et le fait de se dire ça, moi, c'est ce que je répète tout le temps à mon conseil d'administration, ça enlève aussi une certaine forme de pression. Parce que dans l'innovation, on a le droit à l'erreur. On a le droit de se tromper, on a le droit d'avancer, de reculer. Mais voilà, donc voilà, c'est ça qui est intéressant aussi dans la démarche. Par contre, ce qui est difficile, c'est l'inertie, en fait. L'inertie, on fait qu'une moisson par an. Ça, c'est important de le savoir. Donc, du coup, j'en parle avec les anciens. Ils me disent, mais finalement, moi, j'ai que 30 ans d'expérience. J'ai que 30 moissons d'expérience, en fait. Donc, ça, c'est une difficulté. C'est-à-dire que quand on se trompe, voilà, on a perdu pour un an, quoi. Donc, on recommence l'année d'après. C'est pour ça que c'est important d'embarquer les agriculteurs sur une période. La transition, c'est pas en un an que ça se fait, en fait. C'est en 3 à 5 ans. Et c'est le temps long. Donc, à la fois dans nos organisations, et avec tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau géopolitique, on est dans le court terme. Donc, faire mixer ce court terme, ces enjeux au 30 juin, de compte de résultats, et puis finalement d'atterrissage, un prix de campagne, parce que finalement, à la fin, tout ce que retiennent les agriculteurs, c'est quand même le prix du blé, il faut le dire. Et en même temps, cet enjeu long, faire coexister ces deux-là, c'est peut-être ça le plus difficile. Et le faire ensemble, c'est plus facile. Merci beaucoup Valérie et Nathalie pour vos témoignages. On a quelques minutes pour des questions. N'hésitez pas. Un micro. Ouais. Je crois qu'on a été parfaitement clair. Il n'y a pas de questions. Bonjour à tous. Olivier Rodel, Société Gaego. J'avais une question pour vous. À partir de vos 3 années d'expérience, quel est votre regard sur la viabilité économique du côté des agriculteurs entre la prime filière, les co-bénéfices agronomiques? Est-ce que vous avez mesuré ça? Est-ce que c'est une force pour le déploiement du programme ou au contraire un frein? Alors, c'est beaucoup trop tôt. Parce que là, on arrive simplement à la 3e année au mois de juillet. Donc, on a quelques premiers enseignements. Et d'ailleurs, des acteurs dans la salle, parce qu'on a des groupes de travail, etc. Donc, du coup, on va avoir déjà un premier regard au bout de 3 ans. Mais ce que disait Nathalie, on est sur des temps moyen terme. Donc moi, je ne suis pas agronome, mais mes équipes, rien que sur la partie stockage des sols, etc., là, on est sur des cycles de 10-20 ans. La réduction des gaz à effet de serre, c'est des changements de rotation aussi. C'est pas que des engrais bas carbone, c'est des changements de forme d'azote. Les engrais, quand les agriculteurs s'engagent sur le programme de transition, ils ont acheté leurs engrais 1 an avant, etc. Donc, en fait, tout ça demande beaucoup de temps. Et ce qui est très compliqué, c'est qu'évidemment, le temps économique de nos entreprises, parce que nous-mêmes, on a des filiales, et le temps économique des entreprises n'est pas le temps agricole, et que du coup, il faut savoir aussi gérer ce temps scientifique, agronomique, le temps des champs. Et ça, c'est un petit peu trop tôt. On pense qu'on pourra avoir vraiment des éléments construits en fin d'année parce qu'on aura quand même 3 ans d'itinéraire technique. Donc on aura quand même quelques éléments. J'ai oublié de dire que parallèlement, le programme de transition, comme je vous l'ai dit, c'était un programme d'innovation, mais du coup on a construit un écosystème R&D autour parce qu'on a créé une chaire de recherche à Unis-la-Salle Beauvais sur des fermes résilientes pour le climat et la biodiversité, qui en fait plug tout le travail qu'on a nous sur le terrain avec tous leurs modèles, pour pouvoir justement
rentrer dans ces analyses-là. Donc voilà, c'est un peu frustrant sûrement ma réponse, mais voilà. On n'a pas la réponse chiffrée, mais néanmoins, on a quand même les témoignages des agriculteurs qui sont engagés. Nous, on a, comme je le disais, dans le cadre du programme Sol Vivant avant, mais aujourd'hui, on engage en transition. Les agriculteurs qui sont engagés, aujourd'hui, ils sont quand même un peu moins sensibles à ces enjeux géopolitiques du moment qui impliquent le marché des engrais. Et rien que ça commence à parler un petit peu. Donc, on n'a pas de données chiffrées, mais les agriculteurs qui ont cette expérience-là sont quand même en général les agriculteurs qui aujourd'hui vivent mieux la situation, parce qu'ils se sont un peu désensibilisés. Je rajoute, c'est que toute la question, c'est la résilience. C'est ça qu'on travaille sur le programme Transition. Et là-dessus, on est quand même encore un peu sec sur ce que ça signifie la résilience en agriculture. Parce qu'il n'y a pas que des indicateurs agronomiques. Il y a aussi la capacité à ne pas être dépendant de l'autre bout de la planète pour certains intrants. Vous voyez, la résilience, elle doit être vue de manière extrêmement systémique, au même titre qu'on parlait de vision holistique sur les enjeux environnementaux. C'est pareil. Bonjour, Agnès Stoll. Je suis chez les alchimistes. On transforme les biodéchets en compost qu'on collecte pour les agriculteurs. Ma question, elle est un peu partiellement déjà répondue là, avec ce que vous venez de dire. Je voulais poser la question sur les co-bénéfices qui sont valorisés dans votre programme. J'entends beaucoup carbone, décarbonation, produits bas carbone, filière bas carbone. Quels sont les co-bénéfices autres, type eau, biodiversité, voire même des co-bénéfices sociaux qui sont valorisés dans ce programme et qui sont recherchés par vos partenaires en aval ? Alors, ce que je disais tout à l'heure, le programme Transition n'adresse pas que les enjeux gaz à effet de serre. Dès le départ, on engage la restitution du carbone dans les sols, la durée de couverture des sols. Donc, on a tout un enjeu sur le sol. On a aussi des enjeux biodiversité qu'on a intégrés dès le départ il y a 3 ans, qu'on va renforcer parce qu'aujourd'hui en France, on parle de Carbone Connect ici, mais en GES, on a des standards internationaux, etc. On a des mesures, on a des métriques, etc. Biodiversité, beaucoup plus complexe. Ça dépend des zones pédoclimatiques, etc. Donc, comment on fait progresser et comment on avance avec les agriculteurs sur la biodiversité, ça ne viendra pas de Paris, ça ne viendra pas de juste un indicateur commun. Ça viendra de manière très locale. Et la difficulté, c'est d'évaluer des indicateurs qui ont de l'impact. Parce que vous m'accompagnez dans l'Aube, dans le sud de Troyes, ça ne sert à rien de parler de haies, par exemple. Parce qu'il y a plein de haies là-bas. Vous voyez, donc du coup, on a un sujet sur lequel il faut être extrêmement modeste et raisonnable sur la biodiversité. Donc nous, on a engagé des travaux pour pouvoir avoir des indicateurs d'impact qui soient cohérents sur les zones pédoclimatiques de Vivescia. Vivescia, c'est plus d'1 million d'hectares, donc ça couvre 7-8 départements. On a 20 zones pédoclimatiques. Donc, et on a autant d'enjeux biodiversité que de zones, etc. Donc l'enjeu sur transition, c'est de pouvoir être extrêmement précis sur les attendus des suivis des indicateurs et que ça ne soit pas juste des indicateurs de ruches ou de haies. Donc on travaille là-dessus. Et dans la suite du programme Transition, on a enclenché les enjeux de l'eau, même si dans le nord-est, il y a toujours le sujet de la qualité de l'eau, mais on n'a pas encore le sujet de la quantité dans cette région, contrairement à d'autres régions en France. Néanmoins, on l'intègre dans le nouveau socle agronomique parce que c'est important de pouvoir monter en compétence sur la sensibilisation à la fois de nos équipes, mais aussi des agriculteurs. Et puis, des grands acteurs internationaux aussi intègrent ces éléments-là aussi. Donc, c'est important de pouvoir répondre à ces enjeux-là. Et surtout, le volet économique, vous avez raison de le souligner, ça n'a pas de sens d'avoir une ferme qui a un profil environnemental, on va dire, au top et qui soit au top de sa transition, si économiquement, ça vole pas. Donc évidemment, on regarde les indicateurs économiques
Et l'enjeu dans le futur, et là je reviens là sur la question, c'est évidemment de démontrer cette résilience des exploitations, qui soient désensibilisées sur certains aléas climatiques et qu'au final, on arrive à démontrer aussi que ça permet aussi de pouvoir, on va dire, bénéficier aussi aux revenus des agriculteurs. Bonjour, merci beaucoup. En termes de structure de la coalition de transition, est-ce que vous avez créé une structure à part? Vous avez parlé de 90% du financement des entreprises. Comment est-ce que ça marche de façon concrète et quels instruments financiers, ou est-ce que vous donnez des prêts aux agriculteurs ou c'est un garantie d'achat en aval? Comment est-ce que ça marche d'un point de vue économique? Merci. Et organisation, du coup. Et organisationnel, oui. Alors, on a démarré il y a 3 ans et demi, on était 2. C'était intégré au sein du groupe. Aujourd'hui, je suis à la tête d'une start-up interne au sein du groupe Vivesia. Donc en fait, il y a une groupe, c'est comme une start-up interne. Donc on bouge plein de lignes dans le groupe Vivesia. Et c'était la condition nécessaire pour pouvoir arriver à bouger des lignes aussi au sein de mon groupe. Et donc ça, on m'a donné carte blanche. Je suis membre du comité exécutif, donc ça permet quand même d'avoir une ligne directe assez transversale. Donc aujourd'hui, j'ai une équipe projet de 8 collaborateurs qui en fait pilotent le programme à mes côtés sur toutes les dimensions, parce qu'on a énormément de dimensions, hein. On a la dimension technique, agronomique, accompagnement, relations avec les partenaires, les dimensions référentielles, les certifications, c'est considérable, hein. Mais au-delà de cette équipe projet, on s'appuie sur les équipes techniques du pôle agricole, et puis aussi un certain nombre d'acteurs de mes équipes sur la direction RSE, la direction juridique, etc. En tout, c'est une centaine de personnes qui travaillent soit à 100% comme mon équipe, 8 personnes, soit à 10%. Mais il faut savoir que c'est un écosystème d'une centaine de personnes qui travaillent de près ou de loin sur le programme transition au sein du groupe Vivesia. Alors, l'avantage, c'est que nous, on a construit beaucoup de choses, donc ça permet aussi de pouvoir partager, parce qu'on a construit beaucoup d'outils internes, des plans d'action, on a digitalisé, facilité la vie aux techniciens, parce qu'aujourd'hui, on a plus de 65 techniciens qui accompagnent les agriculteurs, donc on a dû les former tous, et aujourd'hui, ils sont équipés d'outils, et donc du coup, on les partage, ces outils, etc. Donc, après, sur le plan économique, ce sont des soutiens économiques qui sont renvoyés à la tonne livrée, hein. Donc, on paye des tonnes, collecte des tonnes, on paye des tonnes. Après, pour simplifier, on donne souvent une moyenne à l'hectare. On a considéré dès le départ au niveau de transition qu'on ne pouvait pas descendre en dessous de 100 € en moyenne à l'hectare. C'est-à-dire que si on fait le calcul autour de la rotation des primes tonnes au sein de l'orge, le blé, le maïs, etc., il fallait en moyenne que ça soit 100 € en moyenne d'hectare pour être sur le premier niveau du socle technique. Après, les très performants, ils sont en moyenne 150 € de l'hectare. Je ne vous cache pas qu'en dessous de 180, les agriculteurs, ils ne peuvent pas y aller, hein, en tout cas de manière robuste, hein, parce qu'on peut toujours faire des petites choses, mais très sincèrement, si on veut faire les choses de manière très professionnelle, construite et crédible sur le plan technique et agronomique, il faut ce niveau de financement. C'est impératif. Sinon, c'est pas... C'est pas crédible, et surtout vis-à-vis des agriculteurs, voilà, on fonctionne juste sur soit un bout de filière, soit, enfin, ça c'est pas possible. Donc, juste pour apporter un complément par rapport à Noriap, nous on n'a pas eu 1 € de financement public. Et on n'a pas 1 € de financement public pour faire fonctionner le programme, ou même pour embarquer les plus de 100 000 tonnes qu'on fait aujourd'hui en matière première décarbonée. Simplement, on transforme ce qu'on a aujourd'hui, la manière dont on fonctionne aujourd'hui, pour l'adapter
à cette évolution du marché finalement. Et simplement, on a une certaine forme d'indépendance, hein. C'est-à-dire qu'on se met d'accord pour avoir un socle, pour avoir des principes de fonctionnement communs, mais il y a une certaine forme d'indépendance. Ensuite, on se met d'accord sur un socle et ensuite, ce qui est important vraiment, c'est la transformation du modèle économique. Et ça, c'est propre à chaque entreprise. Donc moi je pilote à la fois les activités et la stratégie bas carbone. Chez Vivesia, ils ont une direction qui est représentée par Valérie. Chaque membre trouvera un petit peu sa formule pourvu qu'elle apporte de la valeur ajoutée à la fois pour la COP et pour l'agriculteur et pour le marché. Je suis désolée, on ne pourra pas prendre d'autres questions, mais c'est pour ça qu'on a un moment de networking à la fin, c'est aussi pour continuer les échanges. Donc voilà, j'espère que vous nous pardonnerez. On doit enchaîner sur la deuxième conférence de l'après-midi. Merci beaucoup à tous les trois.